Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire Impact de la méthode standardisée Euroflow sur la précision du diagnostic de leucémie aiguë. Je m'appelle Irène et je travaille comme responsable commercial et responsable technique du soutien à la clientèle de la région Canada et États-Unis. Et j'ai le plaisir de vous introduire l'orateur du jour, Dr Rafik Terra, de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, au Canada. Monsieur Rafik Terra est détenteur d'un doctorat en immunologie et en sciences biomédicales. Il est le directeur scientifique et responsable qualité du laboratoire de cytométrie en flux qui fait partie du département d'hématologie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. En plus de ces postes, et grâce à son expertise en cytométrie de flux cliniques, il effectue des conférences de formation pour plusieurs hôpitaux à travers le Canada et il enseigne également à l'Université de Montréal aux résidents en hématologie et en microbiologie. Il est aussi consultant pour différentes entreprises. Bienvenue, Dr Rafik Terra, et merci pour votre participation à ce séminaire en ligne. Bonjour tout le monde, merci Irène pour cette introduction et surtout pour cette belle initiative afin de me permettre de présenter en français. Je remercie également toutes les personnes qui sont présentes actuellement. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de la cytométrie de flux standardisée et de son impact sur la précision du diagnostic des leucémies aiguës en général et en particulier des leucémies aiguës précoces. Avant de commencer, donc j'aimerais bien vous donner un petit aperçu de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui se situe à Montréal, qui est une très belle ville, très agréable, quelles que soient les saisons. Donc l'hôpital Maisonneuve-Rosemont a vu le jour en 1954 et a connu de grands développements jusqu'à nos jours, c'est-à-dire en 2021, où, comme vous le constatez sur la diapo, on retrouve donc un centre de recherche, un centre d'excellence en thérapie cellulaire, un institut universitaire en hémato-oncologie et thérapie cellulaire, et également la Banque de cellules leucémiques du Québec. Le département d'hématologie dans lequel je travaille est constitué de 27 hématologues, dont 8 greffeurs, ce qui fait de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont le premier centre de greffe au Québec et le deuxième en envergure au Canada. Donc l'importance de la greffe dans cet hôpital devait être associée et suivie par l'amélioration de la qualité des laboratoires, dont celui de la cytométrie de flux. Et pour cela, il fallait faire un grand saut en termes de qualité, incluant une structure de laboratoire qui répond aux exigences et recommandations internationales, car cela a un impact direct sur la qualité des résultats. Cette structure en fait comprend différents niveaux en termes d'expertise, de l'étape pré-analytique jusqu'à l'étape post-analytique, comprenant des technologistes, des spécialistes, maîtrise, baccalauréat, PhD, et évidemment un directeur médical, un hémato-oncologue ou un hématopathologiste. Donc en parallèle à la structure, il fallait appliquer une approche de cytométrie de flux multicouleur et standardisée, n'ayant pas les moyens évidemment de réinventer ni les ressources de réinventer la roue, nous avions décidé d'appliquer une approche qui était disponible depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire une approche standardisée qui est l'approche Euroflow. Cette approche standardisée a été mise en place par un consortium principalement européen composé de différents groupes principaux et affiliés, composés de chercheurs et de médecins. Et principalement, son rôle était de promouvoir la standardisation de l'immunophénotypage dans les hémopathies malignes par l'évaluation de nouveaux anticorps basés sur leur expertise et sur ce qui est déjà connu dans la littérature. Ils ont défini des protocoles et des panels complets
Ils ont également développé un nouveau logiciel, InfiniSight, qui permet l'analyse des résultats et qui est relié à une importante base de données qui est reliée directement à ce logiciel. Cette approche s'est également basée sur évidemment la classification de l'Organisation mondiale de la santé qui également a fait du chemin depuis 2001 en donnant de plus en plus d'importance à l'application de la cytométrie de flux dans le diagnostic des hémopathies malignes, telles que en témoigne la présence de la photo d'un dot plot de cytométrie de flux sur la page de garde en 2008 et en 2017, contrairement à 2001. D'ailleurs, il est stipulé dans cette classification que plusieurs pathologies ont un immunophénotype si caractéristique qu'il est essentiel ou presque essentiel au diagnostic, et que l'immunophénotype, au même titre que la génétique, ont enlevé de la subjectivité dans la classification actuelle, contrairement par rapport aux classifications précédentes basées sur la morphologie exclusivement. Comment donc la cytométrie de flux contribue à cette classification? Bien évidemment, elle va nous permettre de déterminer la nature des blastes qui sont présents dans nos spécimens, c'est-à-dire est-ce qu'on a des blastes qui sont myéloïdes, est-ce qu'ils sont lymphoïdes, s'ils sont lymphoïdes, est-ce qu'ils sont T, B, NK, dendritiques, ainsi de suite. Donc si on regarde la classification des leucémies aiguës myéloïdes, on peut constater que la cytométrie de flux va contribuer surtout dans les entités qui ne répondent pas aux critères des sous-classes génétiques, telles que vous le voyez ici, les LMA avec des anomalies génétiques récurrentes ou les LMA avec des changements myélodysplasiques reliés. Et va se concentrer, son rôle va être concentré surtout au niveau des LMA NOS, Not Otherwise Specified, qui inclut, basé sur la nomenclature de l'alphabet, les LMA M0, M1, M2, afin de déterminer s'il y a ou pas une différenciation au niveau des blastes. Est-ce que ces blastes expriment ou pas la myéloperoxydase? Est-ce qu'ils ont ou pas une composante monocytaire? Est-ce qu'ils sont, s'ils ne sont pas de nature myéloïde, granulocitaire entre guillemets, est-ce qu'ils ont une nature érythroïde, mégakardioblastique, basophilique, etc. La cytométrie de flux joue également un rôle dans le diagnostic d'entités rares et agressives dérivées de précurseurs de cellules dendritiques, telles que les néoplasies à cellules dendritiques plasmastoïdes blastiques. Cette entité était auparavant sous la classe des LMA, donc dans la version précédente de la WHO, et anciennement on pouvait l'assimiler aux leucémies aiguës à cellules NK, puisque il y a expression de CD56 et en fait elle concerne plus des cellules dendritiques que des cellules NK. Donc cette entité-là, quand il y a une atteinte médulaire ou périphérique, on peut l'identifier par cytométrie de flux, à condition d'avoir évidemment les marqueurs qu'il faut, des marqueurs spécifiques qui vont nous permettre de la distinguer d'autres leucémies aiguës, par exemple, et ne pas la confondre avec des leucémies aiguës à différenciation minimale, les LMA M0. On arrive ensuite aux leucémies aiguës ambiguës, qui incluent les leucémies aiguës indifférenciées, issues des cellules souches hématopoïétiques, ou des leucémies aiguës à phénotype mixte, donc des leucémies aiguës qui peuvent avoir des blastes biphénotypiques ou bilignés, donc qui seraient TB ou myéloïde T ou myéloïde B. Et on finit avec les leucémies aiguës lymphoïdes incluant donc les leucémies aiguës B, T ou NK, avec, comme vous le constatez, l'inclusion de leucémies aiguës lymphoblastiques précurseurs précoces, T, donc les LLA-ETP, qui étaient, avant la dernière version, décrits seulement dans la littérature et qui ont été introduits dans la classification WHO, vu son importance en termes de d'après la littérature. En fait,
même si c'est une maladie rare, et les études faites sont faites en fait avec des cohortes de patients à petit nombre. Donc cette entité-là serait plus à mauvais pronostic, mais sûrement résistante à la chimiothérapie. Donc la cinétique de disparition des blastes sous l'induction est beaucoup plus lente que celle des autres entités, avec éventuellement une prise en charge qui serait différente, une prise en charge des patients qui serait différente. Donc, on peut dire que la cytométrie de flux, ou plutôt que ces formes immatures, leur diagnostic repose exclusivement ou strictement sur des critères immunophénotypiques par cytométrie de flux ou par immunohistochimie. Pour mieux comprendre donc cette classification et comment l'intégrer dans le schéma de l'hématopoïèse, donc je vais vous parler brièvement de la différenciation des cellules hématopoïétiques. En fait, le système hématopoïétique est un processus qui est remarquablement dynamique, capable de produire dans la moelle des centaines de milliards de cellules par jour, jusqu'à 200 milliards de globules rouges, 100 milliards de plaquettes et 60 milliards de neutrophiles, des nombres juste suffisants pour en fait correspondre au taux de destruction périphérique de ces éléments chaque fois formés. Ce modèle-là est un modèle hiérarchique qui place les cellules souches hématopoïétiques à la racine de cet arbre composé d'une série donc de ces branches qui sont une série de progéniteurs. Donc on commence par les progéniteurs avec un potentiel multiple, ce qu'on appelle les progéniteurs multipotents. Ensuite on arrive aux progéniteurs oligopotents, aux progéniteurs unipotents, pour donner naissance à la fin à des cellules matures du système hématopoïétique dans la moelle osseuse, à l'exception des cellules T qui, elles, vont se différencier dans le thymus au lieu que ce soit dans la moelle. Les cellules souches hématopoïétiques donc, sont indispensables au maintien de l'hématopoïèse et sont par définition multipotents, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner naissance à toutes les autres cellules hématopoïétiques. Donc lorsqu'une cellule souche hématopoïétique va se diviser dans des conditions homéostatiques, on pense qu'au moins une des deux cellules filles va rester une cellule souche hématopoïétique. C'est ce qu'on appelle par définition la capacité d'autorenouvellement qui va maintenir cette homéostasie. Donc dans l'hématopoïèse normale, ces HSC vont se diviser rarement, mais avec leur capacité d'autorenouvellement illimitée, vont donner lieu donc à des progéniteurs multipotents à prolifération transitoire qui n'ont qu'une capacité d'autorenouvellement limitée. Donc ces MPP-là vont donner à leur tour naissance à des progéniteurs oligopotents, que ce soit des progéniteurs lymphoïdes communs ou des progéniteurs myéloïdes communs, avec ici une population intermédiaire entre les MPP et les progéniteurs lymphoïdes communs qui sont les progéniteurs multiples lymphoïdes, comme vous voyez, qui ont la capacité aussi de donner naissance donc à des progéniteurs myéloïdes. Donc ces MPP qui donnent naissance à des progéniteurs communs lymphoïdes et myéloïdes vont donner naissance à leur tour à des progéniteurs ici macrophagiques granulocytaires ou des progéniteurs érythroïdes mégacariocytaires. Les progéniteurs lymphoïdes communs vont donner eux aussi à leur tour naissance aux cellules lymphoïdes, donc en passant ici concernant les cellules T par des progéniteurs T précoces qui sont les ETP et qui vont donner naissance donc à toutes les sous-populations T thymiques, les pro-T, les pré-T, les cellules corticales et médulaires, afin de donner naissance donc à des cellules T qui vont aller en périphérie. Les CLP donnent naissance aussi à des progéniteurs donc avec un potentiel B et NK qui vont à leur tour donner naissance à tous les précurseurs B jusqu'à la cellule B mature et aussi aux cellules NK. On distingue ici la population dendritique plasmacytoïde qui prend naissance en fait à partir soit des progéniteurs lymphoïdes communs ou des progéniteurs myéloïdes communs. Donc les cellules plasmacytoïdes dendritiques ont donc deux origines
peuvent avoir deux origines, que ce soit lymphoïde ou myéloïde. Et on voit aussi ici les cellules dendritiques classiques ou monocytaires qui peuvent aussi avoir naissance à partir que ce soit des progéniteurs myéloïdes ou des progéniteurs lymphoïdes. Donc à partir de là, on comprend que ces progéniteurs-là hématopoïétiques avec une capacité d'auto-renouvellement qui a disparu, une capacité de prolifération accrue, gardent une certaine plasticité afin de pouvoir donner différents types cellulaires jusqu'à quand même des stades qui sont assez avancés dans l'hématopoïèse. Par exemple, que ce soit au niveau des ETP ou des progéniteurs BNK et même au niveau, par exemple, si on regarde au niveau des progéniteurs myéloïdes communs qui peuvent donner différents types cellulaires jusqu'à des cellules plasmastoïdes dendritiques. Donc, cette notion-là de plasticité va jouer un rôle dans en fait la définition des sous-classes des leucémies aiguës définies par l'Organisation mondiale de la santé. On peut regarder aussi que de par cette capacité d'auto-renouvellement, de prolifération, de différenciation, on peut distinguer ces progéniteurs-là par leur immunophénotype, puisqu'on peut voir que les progéniteurs multipotents sont des cellules qui sont CD34 positifs et CD38 négatifs, et l'expression du CD38 en fait va refléter cet engagement vers une des lignées du système hématopoïétique jusqu'à la perte du CD34 et l'expression des marqueurs de lignée mature. Malheureusement, tout ne se passe pas normalement dans la vie d'un être humain, puisque avec l'avancement de l'âge et puis sous l'effet aussi de facteurs environnementaux ou à cause de la malchance, l'être humain ou le système hématopoïétique va subir des mutations génétiques qui vont provoquer la formation de cellules souches leucémiques appelées ici les LSC. Par exemple, dans les leucémies myéloïdes aiguës, la formation de LSC peut résulter de mutations dans des cellules à différents stades de cette hiérarchie hématopoïétique. Donc, afin de comprendre à quel niveau va survenir ces mutations et à quel niveau prend naissance une cellule souche leucémique au niveau de l'hématopoïèse, si on prend par exemple des patients atteints de LMC en phase chronique, donc la présence de BCR-ABL dans toutes les lignées sanguines va suggérer en fait que la cellule souche leucémique est dérivée des cellules souches hématopoïétiques ou des cellules souches MPP, donc à des stades très précoces avec un potentiel de différenciation de plusieurs lignées. En revanche, chez les patients atteints de LMC en phase blastique ou dans des leucémies myéloïdes aiguës, on peut distinguer que les LSC présentent des immunophénotypes de progéniteurs oligopotents, donc un peu plus avancés dans la maturation, tels que les MLP ou les CMP ou les GMP. Donc cela soutient le concept que d'autres cellules plus différenciées peuvent donner lieu à des cellules souches leucémiques après la réacquisition de la capacité d'auto-renouvellement. Donc cette capacité d'auto-renouvellement décrite dans des conditions normales exclusivement au niveau des cellules souches hématopoïétiques peut survenir ou réapparaître à des stades plus tardifs sous l'effet d'une mutation ou de plusieurs mutations afin de donner naissance à des cellules souches leucémiques qui vont en fait provoquer une hématopoïèse anormale qui est parallèle à cette hématopoïèse normale. Donc on peut supposer et on peut avoir dans les LMA des LSC avec un immunophénotype de cellules souches hématopoïétiques ou de MPP, c'est-à-dire CD34 positives et CD38 négatifs, ou des LSC en fait ayant un immunophénotype de progéniteurs
oligopotents ou unipotents, c'est-à-dire CD34 positif, CD38 positif ou CD34 négatif, CD38 positif. Cela soutient tout simplement que les LSC peuvent avoir des immunophénotypes assez divers qui peuvent ressembler à n'importe quel stade de la différenciation hématopoïétique. Donc, si on revient aux leucémies aiguës, qui vont être la conséquence d'accumulation de mutations qui dérégulent le taux de renouvellement des cellules souches, qui activent la prolifération et qui vont inhiber la différenciation des cellules progéniteurs, d'où une expansion agressive des blastes leucémiques et un blocage tout simplement de l'hématopoïèse. On pourra donc parler en fonction de l'endroit où on a un blocage dans l'hématopoïèse des différentes classes et sous-classes des leucémies aiguës dans la classification WHO. Donc comme vous le constatez ici, concernant la leucémie aiguë indifférenciée, on a un blocage au niveau des progéniteurs multipotents, donc au niveau des HSC ou des MPP, avec un immunophénotype qui correspond à ces cellules souches multipotentes, c'est-à-dire CD34 positifs et CD38 négatifs, puisque c'est des cellules qui ne sont pas encore engagées vers une lignée en particulier. Donc la leucémie aiguë indifférenciée est placée sous la classe des leucémies aiguës alignées ambiguës dans la dernière version de la WHO. Elle concerne ainsi des blastes ayant un immunophénotype de cellules souches hématopoïétiques ou de MPP. Donc, s'agissant des leucémies aiguës lymphoïdes, le blocage de l'hématopoïèse va survenir plus tardivement au niveau de la différenciation, que ce soit des leucémies, des cellules T ou des cellules B. Donc, concernant les cellules T, un blocage de la différenciation dans le thymus va provoquer l'apparition, l'accumulation de blastes à différents stades de maturation, que ce soit au niveau des stades des ETP ou des thymocytes, au niveau des pré-T, pro-T, au niveau des cellules corticales ou au niveau des cellules médulaires. On peut distinguer ici la LLAT-ETP où on a un blocage de différenciation au niveau des cellules progénitrices précoces T, alors que les autres LLAT vont survenir plus tardivement dans la différenciation. De la même manière, pour les cellules B, on peut regarder aussi que la leucémie aiguë plasmastoïde dendritique concerne l'accumulation des cellules PBDC qui sont CD56 positifs. On peut aussi distinguer ici en plus clair des cellules qui sont immunophénotypiquement plus immatures, qui sont des cellules dendritiques CD56 négatifs et qui pourraient être la résultante d'un blocage plus précocement dans la différenciation, mais à partir de progéniteurs qui surviennent des progéniteurs communs lymphoïdes. Donc ici, sous l'entité néoplasie lymphoïde précurseur, on va retrouver les LLAB, les LLAT, sans oublier la LLAT-ETP qui est plus précoce et contenant des progéniteurs ayant un potentiel plus large que celui seulement lymphoïde. Donc ce sont des progéniteurs qui peuvent donner naissance que ce soit à des cellules myéloïdes ou des cellules lymphoïdes, avec l'entité blastique plasmastoïde qu'on pourrait considérer comme lymphoïde si le blocage s'effectue à partir des progéniteurs lymphoïdes communs. Concernant les leucémies myéloïdes aiguës, le blocage va concerner évidemment la lignée myéloïde en fonction de la nature des cellules
où on a un blocage. Donc on parlera de leucémie myéloïde aiguë, donc avec des anomalies génétiques ou des dysplasies, s'agissant des LMA avec donc anomalies génétiques récurrentes ou des LMA avec des changements myélodysplasiques. Ici, on peut visualiser donc des LMA NOS donc qui ne répondent à aucun des critères précédents de dysplasie ou d'anomalie génétique, donc qui vont être basés sur des critères définis par des critères immunophénotypiques et morphologiques. Donc si un blocage survient au niveau de la lignée monocytaire, on aura accumulation de monoblastes ou de promonocytes ou de monocytes pour définir la leucémie aiguë comme une leucémie aiguë myélomonocytaire ou monocytaire monoblastique M4 et M5 basée sur la définition alpha-B. Si le blocage survient au niveau de la lignée granulocytaire, donc on aura différents stades en fonction du stade de maturation de ces blastes. Donc on parlera de LMA à différenciation minimale ou de LMA M0 si on est à des stades très précoces au niveau des précurseurs granulocytaires, donc des précurseurs qui n'ont pas encore expression de la myéloperoxydase et où il n'y a pas aussi de différenciation et de maturation au niveau de la moelle. Un peu plus avancé dans la maturation, on parlera de LMA, donc qui sont MPO positifs, morphologiquement donc décrits comme étant LMA M1 et M2, et on parlera également de LMA promiélocytaire, LMA M3, si le blocage va s'effectuer au niveau de la lignée promiélocytaire. De la même manière, concernant les leucémies aiguës érythroïdes et mégacaryoblastiques, si le blocage va s'effectuer au niveau de ces lignées-là. Donc, comme les cellules également plasmastoïdes dendritiques peuvent également se différencier à partir des progéniteurs myéloïdes, donc on peut émettre l'hypothèse que la nature de ces cellules-là pourrait être myéloïde également si le blocage se fait au niveau de cette voie, au lieu qu'elle soit faite au niveau de la voie des progéniteurs lymphoïdes communs. Et à ce niveau-là, on pourrait considérer dans certains cas que ces cellules plasmastoïdes dendritiques ont une nature myéloïde au lieu de lymphoïde. Est-ce que c'est cela qui expliquerait l'agressivité de cette pathologie et l'absence de consensus aussi au niveau des traitements, puisque jusqu'à présent, on peut trouver que la chimiothérapie myéloïde est efficace, alors que d'autres diraient que la chimiothérapie lymphoïde est plus efficace, sauf que la rareté de la maladie ne permet pas en fait des études avec des cohortes de patients plus larges. Cette entité-là est bien sûr classée au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, de la classification. Par contre, on retrouve encore ici ce que j'ai mis concernant les cellules dendritiques plasmastoïdes qui sont CD56 négatifs. Ces cellules-là, l'accumulation de ces cellules, on peut la retrouver dans différents types de leucémie aiguë, donc associées soit à des monocytes, soit à des blastes à différenciation minimale ou à des blastes lymphoïdes B. Est-ce qu'on considère ces leucémies aiguës comme étant des leucémies aiguës dendritiques ou pas? C'est la question qu'on se pose. On ne retrouve pas cette classification de ces blastes ou de cette leucémie aiguë au niveau de la classification de la WHO. Par contre, dans la littérature, quelques études décrivent cette population qu'on considère en fait sur la base de l'immunophénotype comme étant des cellules dendritiques plasmastoïdes plus immatures que ceux des cellules plasmastoïdes dendritiques exprimant CD56. Comme vous le constatez, les leucémies aiguës sont donc un groupe de pathologies assez hétérogène, avec un immunophénotype concernant les leucémies aiguës peu différenciées, donc un immunophénotype de cellules précoces qui vont exprimer des marqueurs de cellules souches,
des marqueurs lymphoïdes ou des marqueurs myéloïdes, ce qui rend la tâche de leur caractérisation un peu plus compliquée, surtout si on n'a pas les anticorps nécessaires dans nos panels. Il s'agit ainsi de la leucémie aiguë de la LLAT-ETP, ayant des blastes donc avec un potentiel myéloïde et lymphoïde. Cette entité donc qui est MPO négatif et qui exprime faiblement le CD3 souvent, peut également exprimer le CD56 comme l'entité donc acellule plasmastoïde dendritique blastique, CD56 positif et CD34 négatif, qu'on retrouve dans la classification WHO, contrairement donc aux leucémies aiguës qui ont une population plasmastoïde dendritique CD56 négatif, CD34 positif, qu'on décrit comme étant immature basée sur l'immunophénotype. Également, on retrouve la ALAMA M0, qui, elle, est une entité donc, cytoplasmique MPO négatif sans aucun autre marqueur de lignée ni myéloïde ni lymphoïde et qui peut avoir un diagnostic différentiel de leucémie aiguë indifférenciée. Vous remarquerez également l'entité ici de leucémie myéloïde aiguë avec des changements reliés à la dysplasie que j'ai intégré parce que même si donc, ce diagnostic-là a des critères plus de dysplasie et de mutation génétique, l'immunophénotype des blastes qu'on retrouve dans cette entité-là peut concerner n'importe quelle leucémie aiguë NOS, incluant les LMA M0. Donc si on dissèque l'immunophénotype de ces entités peu différenciées, on remarque qu'on a globalement un immunophénotype assez semblable à quelques exceptions, comme l'expression par exemple du cytoplasmique CD3 qui est souvent faible d'ailleurs au niveau des LLAT-ETP, la forte expression donc du CD7 et encore le CD7 peut être exprimé dans les LMA. Également, donc l'expression forte du CD123 au niveau des PBDCN. Le CD56 aussi, qui caractérise des PBDCN, peut se retrouver et dans les ETP plus rarement, mais également comme aberration d'expression au niveau des LMA M0. Donc, vous voyez très bien que il y a une assez ressemblance au niveau de ces entités-là peu différenciées. Donc cela nous a amené à poser la question qui est: quel est l'impact des panels non standardisés développés dans nos laboratoires souvent de façon assez rapide en quelques jours sur la précision du diagnostic des leucémies aiguës et en particulier des leucémies aiguës peu différenciées? Pour répondre à cette question, donc, il a fallu réanalyser des cas de leucémie aiguë précoce ou à différenciation minimale en utilisant l'approche standardisée Euroflow. Nous avons donc bénéficié des cellules congelées au niveau de la banque de cellules leucémiques du Québec. Cette banque congèle la plupart des cellules de leucémie aiguë de novo, que ce soit de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ou des hôpitaux à l'extérieur. Donc en ayant à notre disposition ces cellules-là, on a pu comparer donc l'approche Euroflow avec l'ancienne approche qu'on avait dans nos laboratoires sur les mêmes cellules et pour les mêmes leucémies aiguës. Donc la BCLQ fournit une infrastructure et des services donc incluant l'apport de spécimens qui sont ficolés et congelés, ainsi qu'une base de données informatisée incluant tous les tests de laboratoire, que ce soit des tests donc d'immunophénotypage morphologique ou cytogénétique et des données cliniques pour chaque spécimen. On a réussi ainsi à sélectionner 49 cas, donc ce qui était disponible pour notre étude, collectés dans les 15 dernières années. Donc pour me répéter, ces cas-là comportaient des leucémies aiguës à différenciation minimale, donc des LMA M0, quelques cas de leucémie aiguë avec changement myélodysplasique, puisque je disais que cette entité-là pouvait, sur la base de l'immunophénotype, comporter n'importe quelle leucémie aiguë NOS et même pouvait être donc contenir des leucémies aiguës dendritiques plasmastoïdes.
On a également inclus des leucémies aiguës alignées ambiguës, incluant des leucémies aiguës indifférenciées ou quelques cas de leucémie aiguë mixte. On a exclu donc les cas avec des composantes monocytaires ou myéloïdes basées sur la cytochimie ou sur la cytométrie de flux par l'expression de la MPO ou de marqueurs monocytaires. On a tout de même gardé quelques contrôles MPO positifs, soit partiellement, soit complètement, afin de comparer avec les cas d'MPO négatifs, et aussi quelques cas d'MPO positifs, mais pour lesquels il y avait expression forte du CD7, tel qu'on retrouve souvent dans les LLAT, ou l'expression de CD56 telle qu'on retrouve dans les leucémies dendritiques plasmacytoïdes, et de voir est-ce que le diagnostic changerait ou pas au final avec la nouvelle approche standardisée. Donc si on regarde un peu plus en détail ces 49 cas sélectionnés, sélectionnés et congelés ces 15 dernières années, donc on a parmi ceux-là 19 cas qui ont été décrits initialement comme des leucémies aiguës, leucémie myéloïde aiguë avec changement myélodysplasique. Donc ces cas-là, en fait, on les a rapportés exactement comme ils l'ont été initialement et comme ils ont été catégorisés dans les dossiers de la BCLQ. Donc on a aussi 9 cas décrits comme étant des LMA NOS, que ce soit des M0 ou sans critères de classification basés sur l'alphabet. 5 cas des LMA avec différenciation minimale qui revient un petit peu en fait au LMA M0 mais avec la nouvelle définition dans la WHO. 1 cas de LMA sans maturation, 4 cas de leucémie aiguë indifférenciée, quelques cas ici de leucémie aiguë mixte, donc sous la classe des leucémies aiguës ambiguës, donc qui sont soit des B myéloïdes, T myéloïdes, BT ou NOS, NK myéloïdes, 2 cas de LLAT, 2 cas de LLAB, et parmi ces patients-là, donc 32 ont reçu un traitement d'induction, 15 cas qui n'ont pas eu de traitement de chimiothérapie et 2 cas sans traitement connu. Donc l'approche Euroflow consiste à effectuer au départ un tube de dépistage sur la base de l'information clinique sur la requête. Et ce tube-là, en fait, c'est le tube ALOT pour Acute Leukemia Orientation Tube qui va nous orienter vers le panel adéquat de classification pour les leucémies myéloïdes aiguës, les leucémies lymphoïdes T ou les leucémies lymphoïdes B. Donc les tubes de dépistage dans l'algorithme Euroflow sont en général des tubes uniques composés de 8 anticorps. Donc ici pour le tube ALOT, on a 8 anticorps qui vont être spécifiques du lignon en particulier ou de l'état d'immaturité des blastes. Donc si nos blastes expriment le cytoplasmique MPO, par la suite on va effectuer le panel LMA SMD composé de ces tubes. Si nos blastes expriment des marqueurs lymphoïdes B tels que le CD19 et le cytoplasmique 79A, on effectue un panel de LLAB composé de 4 tubes. Et si donc les résultats obtenus nous rapportent donc une positivité des marqueurs CD7 avec un CD3 surface et ou un cytoplasmique CD3, donc nous effectuons un panel LLAT composé de 4 tubes. Pour notre étude, si on a des signes de présence de cellules dendritiques plasmacytoïdes sur la base du panel LMA-SMD d'Euroflow, on rajoute donc 3 anticorps qui sont TCL1, CD303 et CD304 qui sont spécifiques de la lignée plasmacytoïde dendritique. Le tube ALOT est capable d'aller chercher jusqu'à 80% des leucémies aiguës sans même effectuer des panels de caractérisation. Et son évaluation grâce au logiciel Infinisight auquel est reliée une base de données de plus de 400 patients avec des LMA, des LLAT et des LLAB dont la moelle, le sang périphérique et quelques liquides, a permis de déterminer et de confirmer la puissance de ce tube dans la détection de la nature des blastes. Puisqu'on peut remarquer ici différents groupes de pathologies en bleu, rouge et vert concernant les LMA
les LLAB et les LLAT. Chaque point représente la moyenne de fluorescence des 8 anticorps qui composent le tube halote, alors que les contours ici représentent les déviations standards 1 et 2 pour chaque groupe de pathologie. Donc, le tube halote est capable ici, comme vous le constatez, de séparer de façon assez claire les entités entre elles. On a ici une séparation assez claire entre le rouge et les bleus, donc entre les LMA et les LLAB, entre le bleu et le vert, donc entre les LLAB et les LLAT, et on trouve ici la comparaison entre les LMA et les LLAT, que le tube halote est capable de discriminer les deux entités avec une exception qui est ce chevauchement dû à quelques cas de LLAT qui partagent les caractéristiques des LLAT-ETP, puisque les LLAT-ETP expriment un cytoplasmique CD3 faible et partagent des caractéristiques immunophénotypiques avec des LMA à différenciation minimale qui sont les LMA M0, donc qui sont cytoplasmiques MPO négatifs, CD7 positif et CD34 positif, ce qui fait que on a ce rapprochement-là et ce chevauchement-là entre les LLAT et les LMA. Le calcul donc avec le logiciel va permettre de mettre en évidence les 5 marqueurs, donc les plus pertinents afin de permettre la discrimination la plus optimale entre les différentes entités. Si on prend l'exemple ici de la distinction des LMA versus les LLAT, on voit que la MPO, le CD7 et le cytoplasmique CD3 sont des marqueurs qui vont être indispensables afin de pouvoir identifier la nature des blastes myéloïdes versus lymphoïdes T. Si on utilise donc un panel ou un tube sans ces marqueurs-là, cela nous rendra la tâche assez difficile afin d'identifier la nature de ces blastes. Donc si on regarde un peu plus en détail le panel LMA, c'est un panel qui contient 7 anticorps, 7 tubes plutôt, chaque tube contient 8 anticorps, et l'approche Euroflow n'est pas seulement une approche de marqueurs positifs ou négatifs, mais plutôt est une approche de profil global de maturation qui va nous permettre de caractériser de la meilleure manière nos leucémies aiguës là. Donc on voit que dans ce panel on a ce qu'on appelle donc la colonne vertébrale, donc les marqueurs qui se répètent dans tous les tubes tels que HLA-DR, CD45, CD34 et CD117 qui vont nous permettre donc d'analyser les 7 tubes en même temps grâce au logiciel InfiniSight. Après, chaque tube contient des anticorps spécifiques de chaque lignée hématopoïétique. Par exemple, le tube 1 va concerner la lignée granulocytaire neutrophilique. Donc ici, on a tous les marqueurs qui vont nous permettre de regarder des profils de maturation de la lignée neutrophilique. Ensuite, on a le tube 2 qui concerne la lignée monocytaire, donc incluant la présence de CD64, CD14 et IREM2. Le tube 3 concerne donc aussi la lignée érythroïde. Le tube 4 et 5 va nous permettre de mettre en évidence des aberrations d'expression et aussi d'expression de marqueurs qui peuvent corréler avec des anomalies génétiques. Le tube 6 concerne donc la lignée mégacariocytaire, basophilique et plasmacytoïde dendritique, donc avec l'expression de CD123 de forte intensité et l'expression du CD4 concernant la population blastique plasmacytoïde. Et le tube 7 concerne les mastocytoses et les leucémies aiguës mégacarioblastiques. Donc une fois le panel LMA-SMD effectué, on peut regarder ici qu'on peut effectuer une analyse donc de tous les anticorps en même temps. Ici donc on a une analyse des 33 anticorps présents dans le panel LMA grâce à la configuration Automatic Population Separator qui nous permet d'aller chercher les populations par cluster et non pas
par expression de marqueurs. Donc chaque groupe de cellules représente donc une moyenne de fluorescence d'un groupe de marqueurs. Donc comme vous le voyez ici, dans une moelle osseuse normale, on a en vert les granulocytes, en bleu les monocytes, les lymphocytes donc en orange, et les cellules donc très immatures, des cellules souches en rouge. Et on peut, grâce à l'expression de HLA-DR et du CD117, visualiser donc la différenciation de ces cellules souches en rouge vers que ce soit la lignée monocytaire exprimant le HLA-DR et qui perdent l'expression du CD117, ou donc la différenciation de ces cellules souches vers la lignée granulocytaire qui donc sont HLA-DR négatifs et qui ont aussi perdu l'expression du CD117. Donc ces panels nous permettent alors de regarder en parallèle de l'expression des marqueurs des profils de maturation, comme vous pouvez le constater ici. Donc les différents marqueurs au niveau de chaque lignée, ces marqueurs-là vont être exprimés au départ, vont perdre leur expression et peuvent réapparaître donc à des stades plus matures. Donc on a une variation d'expression grâce qu'on peut distinguer grâce à cette manière de faire l'analyse. Et grâce au logiciel InfiniSight, comme vous le voyez ici par l'expression du CD13 et du CD11B au niveau de la lignée granulocytaire, on a une acquisition à partir de la cellule CD34 positif de l'expression donc de CD13 qui est perdue au niveau des précurseurs et qui réapparaît donc au stade finaux de différenciation des neutrophiles. On peut regarder aussi par exemple qu'un marqueur comme CD13 est exprimé à faible niveau, donc au niveau des cellules souches hématopoïétiques, et que ce n'est pas un marqueur spécifique de la lignée myéloïde. De la même manière, sur les monocytes, on peut voir donc l'expression du CD14 en premier lieu qui précède l'expression du CD300E et qui va nous faciliter et nous permettre de distinguer les différents stades de maturation au niveau des populations monocytaires. Donc les tubes des panels Euroflow ont été acquisitionnés avec le fax Conto 2 de BD, et les données ont été analysées avec le logiciel InfiniSight d'une manière manuelle, ou en appliquant en fait nos résultats à la base de données du tube ALOT des leucémies aiguës. Il y a aussi une révision des données cytomorphologiques des échantillons identifiés. On a aussi effectué du Next Generation Sequencing pour les spécimens pour lesquels on avait donc de l'ADN disponible, et on a aussi regardé les données cliniques ainsi que les traitements des patients reçus et de leur survie. Donc avant de commencer notre étude, on a comparé, on s'est assuré de la qualité de nos spécimens congelés et décongelés et qui ont été ficolés par rapport aux spécimens frais. Donc on avait quelques cas qui avaient été effectués donc à l'état frais, qui ont été congelés, donc, et qu'on a refait avec la nouvelle approche Euroflow. Et comme vous le constatez, on peut distinguer que la qualité de nos spécimens ici en B cryopréservés donc semble intacte comparé aux spécimens frais, de par l'expression des marqueurs. Donc visuellement on peut voir qu'on a que l'intensité de marqueurs reste intacte, et on peut même voir que les profils de maturation, comme je viens de l'expliquer, donc l'expression, la perte d'expression du CD117 avec l'expression de HLA-DR au niveau des monos et au niveau des granulos est intacte. Aussi la différenciation ou le profil de maturation des granulocytes par l'expression de CD13 et CD11 aussi reste contact. La même chose pour donc la lignée monocytaire, où on voit l'expression en premier lieu du CD64 jusqu'à son intensité maximale, et ensuite on a l'expression du CD14 jusqu'au monocyte mature. Donc vraiment on confirme donc l'état intact de nos cellules
congelés. On peut même regarder ici la fluorescence médiane de tous les marqueurs qui ont été utilisés, que ce soit au niveau des cellules fraîches ou cryopréservées ici en bleu sur les monocytes et sur les blastes. Et on peut regarder que la fluorescence médiane reste comparable pour chaque marqueur et elle est même des fois supérieure au niveau des spécimens cryopréservés comparé aux spécimens frais. Donc nos résultats ont démontré que parmi les 49 cas réanalysés, on a 18 cas qui ont été modifiés, 5 cas qui ont été raffinés et 26 cas sans changement. Donc parmi les 5 cas raffinés, donc le diagnostic n'a pas changé et par définition en fait ce sont des cas sans un impact sur le traitement. Donc on a eu 2 cas de LLA pré-B, un cas de LLA-B commune, un cas de LLA-B précurseur et un cas de LLA-T cortical. Parmi les cas modifiés, donc la définition des cas modifiés était qu'on a soit révisé le diagnostic et ou on a rajouté une population importante non identifiée au départ avec un possible évidemment impact sur le traitement. Donc parmi les 18 cas, on a un cas de leucémie aiguë mégacardioblastique, 3 cas de LLA-T-ETP, 2 cas de néoplasie blastique plasmastoïde qui est CD56 positif, 8 cas de leucémie aiguë ayant des populations plasmastoïde dendritique CD56 négatif avec ou sans composante monocytaire et enfin 4 cas de composante de leucémie aiguë avec composante monocytaire. Donc si on regarde un peu plus en détail les 18 cas modifiés, donc on distingue le cas de leucémie aiguë mégacardioblastique basée sur l'immunophénotype puisqu'initialement c'était une leucémie myéloïde aiguë avec changement myélodysplasique. Donc ici, le diagnostic ne changera pas, mais la nature des blastes n'a pas été identifiée comme étant des mégacardioblastes initialement, alors que avec les panels Euroflow, on a clairement démontré donc la nature mégacardioblastique. On a 3 cas typiques de LLA-T ETP qui étaient initialement donc des LMA NOS M0, LLA-T ou leucémie aiguë mixte T myéloïde. Donc on n'a pas mis ces cas-là dans les cas raffinés vu la nature de la LLA-T ETP qui semble être à plus mauvais pronostic et avec une prise en charge des patients qui serait différente des autres classes de LLA-T. 2 cas typiques de population de néoplasie à cellules dendritiques plasmastoïdes CD56 positif, initialement donc comme une LLA une leucémie aiguë mixte T myéloïde ou une leucémie aiguë mixte NK myéloïde. 4 cas de leucémie aiguë avec des blastes à différenciation minimale M0, mais avec différentes proportions de cellules plasmastoïdes dendritiques, mais plus immatures, c'est-à-dire CD56 négatif et CD34 positif. 4 cas de leucémie aiguë M0 également, avec différentes proportions de cellules dendritiques immatures, CD56 négatif, CD34 positif, avec ou sans composante monocytaire et un cas avec même une composante B pathologique. Et enfin 4 cas de leucémie aiguë myélomonocytaire diagnostiqués initialement comme des LMA-NOS M0 ou LMA-NOS ou des leucémies aiguës avec changement myélodysplasique. Et vous constatez ici que on parle d'une composante monocytaire qu'on ne s'attendait pas à mettre en évidence avant de commencer notre projet. Comment on met en évidence alors les cas de LLA-T ETP? Si on regarde ici la coupe du thymus, on peut distinguer les différents stades de différenciation des cellules T immatures. Donc en commençant par les progéniteurs T qui rentrent dans le thymus via le sang périphérique, par la jonction corticomédulaire. Donc ces cellules T qu'on appelle des progéniteurs T précoces, les ETP, gardent un potentiel myéloïde et ont un potentiel lymphoïde. Et c'est à ce niveau-là qu'on va caractériser nos leucémies aiguës ETP, donc avec un immunophénotype des blastes
assez immature, donc avec une expression du cytoplasmique CD3 partiel à faible, un CD7 qui est fortement exprimé, un CD2 qui est décrit dans la littérature comme étant positif, mais honnêtement qu'on retrouve souvent négatif dans le cas de leucémie aiguë, un CD5 donc faiblement exprimé, donc inférieur à 75% de positivité d'après la littérature, un CD34 positif et la présence d'un ou de plusieurs marqueurs myéloïdes tels que les CD13, CD11B ou CD117. Donc si dans votre panel de caractérisation des leucémies aiguës, vous n'avez pas des marqueurs tels que le CD5, le CD117, le CD2, le CD13 ou le CD33, ben, il va être très difficile d'aller chercher cette entité-là puisque son diagnostic repose exclusivement sur les immunophénotypes. Donc après l'analyse manuelle des 3 cas, on les a appliqués donc, dans la base de données reliées au logiciel Infinisight et on voit clairement que les 3 patients ici en rouge, une fois appliqués à la base de données, tombent à l'intérieur de donc du déviation standard des patients avec LLAT ici en bleu. Ici, on peut voir que ces patients-là se situent à différents endroits en fonction de leur immunophénotype. On voit que les 3 cas donc, expriment un cytoplasmique CD3 donc à différents niveaux, avec un cas qui exprime partiellement, les 2 autres cas l'expriment normalement. On a absence de MPO, expression du CD34 et du CD7 de forte intensité, et on a également l'expression dans les 3 cas de marqueurs myéloïdes, que ce soit CD11B, CD117 ou CD33, et on a même un cas avec un CD36 et avec une expression très faible de MPO, et cela a déjà été rapporté dans la littérature des cas de LLAT avec une très faible expression de MPO, mais qui ne remplit pas les critères en fait clairs de leucémie myéloïde aiguë, surtout avec l'expression du cytoplasmique CD3, l'expression aussi du CD2. On peut voir également qu'on a un cas, ici le premier cas, le 03H053, avec une expression nette du CD5, alors qu'on a toujours rapporté dans la littérature des cas de LLAT-ETP comme étant des cas avec un CD5 qui est faible, mais vu l'expression du CD3 qui est ici partielle et la présence de marqueurs myéloïdes, donc nous avons catégorisé cette entité-là comme étant une LLAT-ETP. Au niveau du COMPASS, on peut avoir pour la LLAT-ETP 3 cas de figure différents. Un cas, celui du milieu, qui est clairement oriente clairement le COMPASS vers la lignée T, alors que les autres cas ont donc une représentation de transition de la lignée T vers une lignée mixte myéloïde ou une lignée mixte B. Concernant donc la détection des cellules plasmastoïdes dendritiques typiques CD56 positifs ou ceux qui sont CD56 négatifs, CD34 positifs qu'on a définis comme étant des cellules plasmastoïdes immatures, le panel donc LMA-SMD va nous permettre de repérer ces cellules plasmastoïdes dendritiques. Donc on a le tube 6 qui contient les marqueurs HLA-DR 123 et CD4, et on a aussi l'expression ou la présence du CD56 dans le tube 4. Ces marqueurs-là sont spécifiques des cellules plasmastoïdes dendritiques, de l'entité en fait décrite dans la WHO, et on a aussi d'autres marqueurs tels que le CD36, TDT, 1G2 et CD7 qu'on peut retrouver donc exprimés au niveau des cellules dendritiques immatures, CD56 négatifs, CD7 positifs, et également dans l'entité donc CD56 positif. Une fois qu'on a donc cette suspicion de présence de population dendritique, on a rajouté donc des marqueurs un petit peu plus spécifiques tels que TCL1, CD303 et CD304. 2 cas ici donc représentés de néoplasie à cellules dendritiques plasmastoïdes blastiques, CD56 positif ou CD56 négatif. On peut distinguer l'expression donc du CD123 typique au niveau des 2 entités, CD56 pos ou CD56 neg. Les deux se différencient par l'expression du CD34 qu'on retrouve au niveau de l'entité CD56 négatif plus que l'entité CD56 positif.
Également, on peut retrouver quelques marqueurs au niveau de l'entité CD56 positif, tels que la TDT, le 1G2, CD22 et CD36. Cela a été confirmé donc par l'expression forte du TCL1 et de CD304. L'autre cas donc de néoplasie avec cellules dendritiques CD56 négatif, on peut voir donc l'expression du CD123 qui semble plus forte que celle au niveau de l'entité CD56 positif. On a, comme je viens de le dire, l'expression du CD34, l'expression de HLA-DR, l'absence du CD56, l'expression du CD4 et l'expression en fait de CD303 et de CD304 alors que le TCL1 est pratiquement négatif. Nous avons pu constater également que l'intensité de l'expression du CD123 était plus importante sur les cellules dendritiques plasmacytoïdes CD56 négatifs, contrairement aux cellules plasmacytoïdes dendritiques CD56 positifs. Donc sur les quelques cas qu'on a pu distinguer et en rajoutant des cas de routine, on voit clairement cette différence d'intensité malgré ce qui est décrit en fait dans la littérature comme étant un CD123 de forte intensité sur l'entité CD56 positif, et on démontre ici que l'expression de CD123 est encore beaucoup plus importante sur ces cellules plasmacytoïdes dendritiques CD56 négatifs, ce qui pourrait être un moyen de repérer du premier coup et de faire la différence en fait entre les deux sous-populations. On finit alors avec la composante monocytaire qu'on a donc pu identifier de façon inattendue. Donc comment on repère la composante monocytaire grâce au panel Euroflow? Donc si on compare ici une moelle normale avec deux cas de leucémie aiguë, on peut voir qu'on a une cinétique dans l'expression des marqueurs. Donc on a une perte au niveau des cellules souches de l'expression du CD117 et l'acquisition du HLA-DR. Ensuite, on a ces blastes qui vont exprimer en premier lieu le CD64, ensuite le CD14 et à la fin, on a expression de IRM2 ou de CD300E. Ici, dans les deux cas de leucémie aiguë, on voit qu'on a une plus grande proportion, premièrement, donc qui fait la nature pathologique de ces blastes-là, avec, dans le cas 1, le même profil de maturation, donc expression de 64, 14 et ensuite de 300E, alors que dans le cas 2, on a une inversion d'expression du CD300E par rapport au CD14, et cela, en fait, peut corréler avec des mutations telles que NPM1. Quand on regarde donc deux de nos cas où on a identifié de façon inattendue la composante monocytaire, et on a démontré que la cytométrie de flux était beaucoup plus sensible que la morphologie ou la cytologie. Donc le cas 06-019, on voit qu'il n'y a aucune évidence de présence de cellules de nature monocytaire, que ce soit par morpho ou par cytochimie, donc noir de Soudan ou double estérase. Il était rapporté moins de 10% de cellules monocytaires, alors que par cytométrie de flux, on voit clairement ce pattern de maturation à partir des blastes vers la composante monocytaire, où on a rapporté plus de à peu près 46% de cellules monocytaires, incluant des promonocytes. Le deuxième cas, de la même manière, aucune évidence de présence de cellules monocytaires, inférieure à 5% de monocytes, alors que on rapporte par immunophénotype donc la présence ou du moins ce pattern de maturation des monocytes à partir des blastes qui a été évalué à peu près 44%. Donc en appliquant donc, ces cas monocytaires au niveau de la base de données, on voit clairement que nos cas ici, que la population monocytaire ici en bleu tombe au niveau de la population myéloïde, et cette population-là est évaluée à peu près 46 et 44%, alors que la population blastique en rouge, qui était généralement donc des cellules myéloblastiques à différenciation minimale, où on voit en fait que cette population blastique également tombe au niveau de la population des leucémies aiguës myéloïdes. Donc on a clairement ici des leucémies myéloïdes aiguës avec des composantes
monocytaires caractérisées grâce à la base de données comme étant des cellules myéloïdes. On finit par le cas mégacardioblastique. Donc ce cas-là était également inattendu puisque sur la base de la morphologie et de l'immunophénotype initial, à part l'expression peut-être de CD36, il n'y avait aucune évidence de la nature mégacardioblastique, que ce soit au niveau de la morphologie ou au niveau de l'immunophénotype, tout simplement parce que le panel initial ne contenait pas des marqueurs spécifiques des mégacariocytes ou des plaquettes tels que le 41, 42B, 42A ou 61. En faisant donc un cytospin post-décongélation, on voulait voir donc l'état des cellules, est-ce que les cellules étaient intactes ou pas, et on a même fait des marquages donc par cytochimie donc de CD41, CD61 et CD34 pour voir si ces marquages-là sont non spécifiques, et on voit clairement qu'on a une belle coloration des cellules et confirmée par cytométrie de flux. On voit que nos blastes expriment fortement CD36, expriment également le CD7 avec une proportion exprimant le CD7 de forte intensité, expriment clairement le CD42A 61, le CD41 et le CD42B. L'application donc de ce cas sur la base de données a permis donc l'identification de ces blastes au niveau des leucémies myéloïdes aiguës, et on voit que le COMPASS oriente majoritairement vers la lignée myéloïde. On a une faible proportion ici de lignées donc indifférenciées et 17% donc en transition de myéloïde vers T, ce qui est normal vu l'expression du CD7 de forte intensité sur une petite proportion de ces blastes, et on a clairement évidemment l'expression de ces marqueurs-là spécifiques de la lignée mégacariocytaire. On a voulu confirmer ou conforter ce résultat-là en faisant donc du NGS sur ce patient-là. Et on a retrouvé de façon intéressante le facteur de transcription GATA1 qui a été décrit comme étant potentiellement ayant des mutations potentiellement pathogéniques au niveau des leucémies aiguës mégacardioblastiques. Donc par cette étude, nous avons démontré clairement l'impact que peut avoir une approche non standardisée sur la précision du diagnostic, et cela malgré même la caractérisation globale incluant la morphologie et la cytochimie. Donc cette approche standardisée Euroflow est capable d'aller de raffiner le diagnostic pour des cas de LLAT, ETP et PBDCN qui sont quand même des cas à mauvais pronostic, et aussi a permis d'aller chercher donc des cas avec une composante monocytaire non identifiable par cytochimie et par morphologie. Donc l'approche Euroflow standardisée est une approche capable d'aller chercher un diagnostic précis au niveau des entités à mauvais pronostic ETP et PBDCN, et a également le potentiel de changer l'approche thérapeutique.